À tous, merci d'être présents pour cette 6e édition des webinaires des métaspores en herbe. Donc, on vous rappelle juste en début de webinaire qu'on enregistre les webinaires et ensuite ils sont diffusés sur YouTube. Donc d'ailleurs, si vous voulez retrouver les vidéos, elles se trouvent sur le site MetaSP. Donc aujourd'hui, on va introduire le métabolisme spécialisé fongique avec l'intervention de Samuel Bertrand, maître de conférence à l'Université de Nantes et co-responsable du master polymères et principes actifs d'origine naturelle de l'Université de Nantes et d'Angers. Donc après une thèse en chimie appliquée à la santé avec l'étude des sidérophores de Pseudosporium apiospermum, puis un poste de chargé de projet sur la valorisation des produits naturels au sein du pôle de compétitivité Végépolis. Vous avez acquis au cours d'expériences postdoctorales et de maîtres de conférences une expertise dans le domaine des métabolomiques appliquée à l'étude du métabolisme spécialisé fongique et en lipidomique. Vos activités de recherche se focalisent aujourd'hui sur la biologie des systèmes et l'étude de systèmes fongiques en coculture par la variation en métabolites suite à cette mise en compétition interespèces. Donc aujourd'hui, on va voir au travers de différentes histoires les découvertes faites au sein du métabolisme spécialisé fongique avec une approche de métabolomique. Donc Samuel, je vous laisse la parole. Je crois que votre micro n'est pas activé. On ne vous entend toujours pas, Samuel. Voilà, c'est bon. Désolé, j'avais perdu ma souris, ne voulait pas s'afficher correctement. Et donc là, maintenant, j'ai mon PowerPoint qui est parti. Bon, alors, attendez. Voilà. Hop. C'est que ce n'est pas la bonne fenêtre qui s'affiche. Hop, ça, c'est mon... Hop. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est très bien. Oui, c'est bon. Très bien. Bon. Du coup, je voulais d'abord commencer par vous remercier un peu beaucoup même de me permettre de vous présenter un peu ce qu'on fait au laboratoire Mère Molécules Santé sur le métabolisme fongique. Voilà, alors je vais vous présenter plusieurs choses qu'on fait, des résultats qu'on a eus ou que moi j'ai eus précédemment autour du métabolisme fongique, mais je vais d'abord un peu vous présenter une particularité, je ne sais pas si c'est une particularité, mais en tout cas des choses un petit peu particulières qu'on a. Et je vais commencer par, je ne sais pas si vous avez vu tous cette couverture de Journal of Organic Chemistry qui était assez intéressante pour les chimistes des produits naturels. La seule chose qui manque un petit peu là-dedans, c'est finalement ce qu'on ne voit pas à l'œil. Par exemple, si on regarde un petit peu en bas, on a aussi les champignons qui répondent aux chimistes de synthèse et qui nous disent eux aussi sont capables de faire des choses, pas que les plantes, et des choses assez intéressantes et assez originales en termes de structure. Et nous, au sein du laboratoire, en fait, on ne regarde pas les champignons qui sont sur Terre, mais ceux qu'on plongé dans l'eau, et donc qui nous donnent un petit peu des choses qu'on estime et qu'on espère un peu différentes. Voilà, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est qu'un champignon d'origine marine, pas d'origine marine, ce n'est pas forcément le propos aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas, les champignons, autant terrestres que marins, ils sont dans cet environnement-là. Ils existent aussi dans l'environnement marin à différents niveaux, que ce soit au niveau de la surface, dans les fonds marins, voire dans les grands fonds. On ne sait pas forcément encore quel est réellement leur rôle écologique, mais c'est des études qui sont actuellement menées par divers laboratoires. En tout cas, on les retrouve un petit peu partout. Je dirais comme sur Terre, comme en mer, on les retrouve dans à peu près toutes les niches écologiques. Le métabolisme fongique, il a commencé
vers 1900, l'étude vers 1929 avec les premiers résultats sur la pénicilline. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est assez intéressant de voir que jusque-là, il y avait peu de travaux. Avec Alexandre Fleming qui a découvert l'activité d'un extrait qu'il appelle la pénicilline à ce moment-là, et puis les deux suivants qui sont Shane et Floret qui ont, eux, découvert et isolé la molécule. Pour ceux qui font de l'isolement de molécules, moi, je vous invite à aller regarder les publications. C'est très instructif sur comment, à l'époque, ils faisaient. Et ça nous permet de relativiser un petit peu toutes les techniques que nous, on utilise. Parce que eux, le challenge était vraiment beaucoup plus complexe que le nôtre en termes d'identification, ce qui leur a valu aux trois le prix Nobel en 1945. Si on regarde à partir de là, voilà, on a de plus en plus de molécules qui ont été isolées de champignons. Je vous en mets ici un panel. J'ai regardé dans la dernière version du Dictionary of Natural Products, il y a à peu près, on va dire, 24 000 produits fongiques qui sont rapportés dans la littérature. Et si on regarde un petit peu une review qui a été faite il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans sur le sujet, c'est assez intéressant de voir que les champignons, qui sont à ce niveau ici, ils ont une diversité chimique assez intéressante et même un petit peu originale, puisqu'on voit que c'est ceux qui ont le plus de molécules qui sont un peu hors catégorie en termes de diversité chimique. Donc, c'est une bonne raison pour les étudier. Et en termes de ce qui est rapporté dans la littérature, c'est un peu le 3e règne le plus étudié en termes de chimie des produits naturels. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les grandes lignes. Et globalement, nous, ce qu'on fait au laboratoire beaucoup, c'est qu'on fait beaucoup de cultures, d'extraits. Puis après, on va profiler l'ensemble de nos extraits pour essayer de savoir à l'intérieur qu'est-ce qui est connu. Clairement, notre objectif, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui est inconnu dans nos extraits. Et finalement, quand on arrive à peu près à identifier 5% de nos pics, on est à peu près content. C'est-à-dire que finalement, dans nos extraits de champignons, il y a quand même beaucoup de choses qui sont jusque-là inconnues, même pour des champignons qui sont a priori très étudiés. Donc voilà, ce que moi j'ai mis ici, les pics en rouge, qui sont globalement les molécules connues dans notre pipeline d'annotation qu'on a au laboratoire. Et depuis quelques années, il y a une autre approche qui a commencé à voir le jour. Alors là, je vous l'ai mis pour Penicillium chrysogenome, qui est l'approche génomique, où plutôt que de regarder les molécules qui sont connues, tu vas essayer de voir quels clusters de gènes sont connus chez nos champignons et quelles molécules sont associées. Donc là aussi, on a aussi le même pendant, c'est que globalement, dans les derniers recensements sur des organismes connus, on a à peu près 30% des clusters de gènes associés au métabolisme spécialisé chez les champignons qui sont clairement reliés à des molécules au niveau de leur production. Ce qui finalement n'est pas très important, bien que plus important que le nombre de molécules connues dans un extrait que nous on a. Mais ça pose beaucoup de questions parce que si on prend Penicillium chrysogenome et qu'on regarde un peu dans le Dictionary of Natural Products, on a un peu moins de 200 molécules. C'est-à-dire qu'on a vraiment un vrai différentiel. Alors, on sait que chaque cluster peut arriver à produire plusieurs molécules, mais globalement, on a un vrai différentiel entre ce qui est connu en termes de chimie et ce qui est connu en termes de gènes associés au métabolisme spécialisé chez les champignons. Et c'est un petit peu à ce niveau-là qu'on essaye de se positionner. D'autant plus que si on regarde un petit peu, ça c'est une étude qu'on est en train de faire sur Penicillium chrysogenome, on a une souche, nous, d'origine marine, et on l'a un peu comparée avec les autres, une fois qu'on a fait le séquençage du génome. Et on peut voir un certain nombre de clusters de gènes qui sont bleus ici, qui sont un peu spécifiques de notre souche marine. Et puis on a d'autres clusters qui sont complètement absents de notre souche marine. C'est-à-dire qu'au-delà du séquençage d'un genre, il faut vraiment aller jusqu'au niveau de la souche pour arriver à trouver des spécificités qu'on peut avoir vraiment très dépendantes d'une souche devant une autre. Voilà, donc on a une grande variation intersouche. Et si on reprend un petit peu le questionnement qu'on a, si on veut essayer d'accroître la diversité chimique d'une souche ou d'un organisme qu'on veut essayer d'étudier, si on a un certain nombre de gènes qu'on sait être, qu'on voudrait connaître comme étant producteurs de molécules, en réalité, on a un certain nombre de gènes dont on ne sait pas forcément ce qu'ils produisent, puisque quand on fait des analyses de génome, on va voir un certain nombre de gènes associés aux peptides non ribosomaux, aux polycétides, qui sont finalement pas annotés en termes de molécules que ça produit. On va aussi avoir un certain nombre de gènes ou de molécules nous on voit et on ne sait pas forcément les gènes qui sont associés. Donc on a vraiment le pendant dans les deux sens. Et puis on a aussi tout un tas
clusters qu'on ne connaît pas et pour lesquels on ne sait pas forcément quelles molécules sont produites. Et souvent, on oublie un petit peu un autre cas qui peut nous arriver, hein. C'est que finalement, on a aussi des molécules dont on ne sait pas forcément s'ils sont associés à des gènes, ou globalement, il n'y a pas forcément de cluster de gènes associés, elles se forment intrinsèquement dans notre milieu ou au sein de notre champignon, ou alors associés à des gènes qui sont un petit peu répartis tout au long du génome et qui ne sont pas forcément associés en termes de cluster. C'est le cas un peu pour les alcaloïdes. Et en plus de cela, tous les gènes ne sont pas tout le temps actifs. C'est-à-dire que quand on cultive notre organisme dans les milieux de culture qu'on utilise traditionnellement, on n'a souvent qu'une partie des gènes qui sont actifs, ce qui fait qu'au-delà d'avoir des choses assez complexes en termes de diversité, on sait qu'on n'a pas tout. Et donc, la question, c'est comment arriver à accroître un petit peu cette diversité chimique. Et à ce niveau-là, il y a plein de solutions qui ont été mises en place. Je pense qu'il y en a une partie d'entre vous qui connaissaient déjà une bonne partie de ces solutions. Il y a toute une partie qui sont associées à de l'ingénierie métabolique, c'est-à-dire essayer de faire des expressions hétérologues, de prendre le gène, de le faire rendre actif dans d'autres organismes ou d'augmenter les promoteurs pour essayer qu'ils soient actifs. Il y a plein de solutions plus ou moins complexes qui sont, quand on est comme moi un chimiste, pas vraiment d'actualité. Alors, c'est très, très joli. J'aurais tendance à dire que de mon point de vue, ça paraît très simple et que la réalité est toujours très compliquée. Et du coup, quand on n'a pas toutes ces technologies disponibles, on fait d'autres approches qui sont de l'autre côté ici. Côté, soit essayer de varier l'ensemble des conditions de culture pour essayer de produire un petit peu toutes ces molécules. Et en parallèle de ça, on peut aussi se dire que finalement, dans l'environnement, tous nos organismes, ils ne sont pas seuls. Et vu qu'ils ne sont pas seuls, ils sont en interaction. Et ces interactions, elles doivent induire la production de métabolites qui sont associés aux interactions entre les organismes. Et si on est, pour revenir un peu dans notre environnement marin, on voit bien ici que nos champignons, ils sont un petit peu partout là-dedans. On va avoir des champignons qui peuvent être, par exemple, pathogènes de poissons, donc pour lesquels il va falloir essayer de mimer des interactions avec des macro-organismes ou des micro-organismes pour pouvoir imaginer et trouver des solutions pour induire les molécules qui ne sont pas produites naturellement au laboratoire. Et c'est un des grands challenges actuellement, c'est essayer de trouver des solutions qui soient le plus robustes et le plus performantes possible pour arriver à produire l'ensemble de ces molécules. Et une des solutions, c'est la co-culture fongique. Alors, soit on fait la version, j'essaye de faire des choses un petit peu jolies sur ma boîte de pétri, c'est toujours intéressant. Mais la réalité, elle est un petit peu tout autre. C'est que si on prend 2 champignons, c'est le cas ici que je vous montre globalement à droite. Si on regarde par exemple le bois et qu'on fait des coupes de bois, on peut voir des zones qu'on a ici où on a diverses souches fongiques et espèces qui sont en interaction. Et entre ces souches, on peut avoir des zones noires ici qui apparaissent. Et si on prend ces souches et qu'on les met sur une boîte de pétri, on va voir exactement la même morphologie qui va apparaître, avec des champignons qui font des zones ici de coloration. Donc ça, c'était un des points de départ de travaux que j'ai effectués en Suisse et sur lequel on a essayé de tester un peu tout un tas de co-cultures pour essayer de voir un petit peu l'induction métabolique qu'on avait et essayer de comprendre et de voir quelles molécules étaient associées. On a screené beaucoup de choses et du coup, on a pu un peu mettre en place qu'il y avait tout un tas de types d'interactions qui pouvaient avoir lieu. Et si on prend un peu de droite à gauche, on peut avoir des interactions de type un des champignons complètement recouvre complètement le deuxième, ce qui est assez cohérent et assez logique et qui arrive assez souvent. On peut avoir des inhibitions de contact, c'est-à-dire que chaque champignon reste dans son coin une fois qu'il a touché le champignon d'à côté. Et puis finalement, ça reste de façon assez stable comme ça. On peut avoir, comme je vous ai montré juste avant, une apparition de coloration au niveau de la zone de contact qui est un peu un cas particulier de l'inhibition de contact où on a vraiment quelque chose où on a une preuve d'induction métabolique de visible. Et puis, il y a des choses qui sont plus intéressantes. On a une sorte de zone un petit peu clairement sans champignons entre les deux. Et quand on voit ça, la première chose qu'on se dit, c'est je dois avoir des molécules antifongiques là-dedans ou des choses qui font que les champignons ne se recouvrent pas. On doit peut-être avoir une sorte de production de molécules ici qui sont associées à une bataille entre les 2 champignons.
Et si on regarde chimie des produits naturels, on se dit, bah, très bien, on peut avoir des molécules nouvelles à ce niveau-là. Et puis, si tout va bien, et si on a de la chance, on va trouver des molécules qui sont actives, potentiellement fongistatiques ou antifongiques. Donc, c'est un petit peu l'idée de départ de ce qu'on essaye de faire. Et puis, une fois qu'on a ce type de morphologie, ben, on va répéter l'opération avec les monocultures et avec les cocultures pour voir un petit peu la diversité chimique qu'on a dans tout ça. De notre côté, on va faire des extractions, des profilages LCMS pour pouvoir faire une approche métabolomique. Et puis, on va comparer les cartes 2D qu'on obtient ici pour essayer de voir si dans la coculture, on a des nouveaux pics qui apparaissent. Alors, je ne sais pas si vous avez des bons yeux, vous allez pouvoir voir. Hein, que si on regarde un petit peu ces cartes, on a des ions en plus qui sont apparus dans nos cartes 2D. Mais si on essaie de le faire un petit peu comme ça, brutalement, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un traitement informatique de nos données et puis on va essayer de trouver tous les ions qui sont induits en coculture. Et une fois qu'on a trouvé tous les ions induits en coculture, on va vérifier que les traces sont induites et puis on va essayer d'isoler ces molécules-là. Donc, dans le papier que j'ai sorti là en 2013, on a essayé d'isoler ces 10 ions-là. Sur les 10 ions qu'on a réussi à isoler, on a réellement réussi à en isoler 2. Et pour un seul, on avait assez de quantité pour pouvoir faire l'élucidation structurelle. Donc, c'est bien pour vous mettre un peu en perspective l'étendue des difficultés. C'est-à-dire que si on fait ce genre d'expérimentation, la difficulté va être d'aller jusqu'à l'obtention de suffisamment de matériel pour avoir une élucidation structurelle correcte. Et ici, on avait une molécule qui finalement était assez simple à identifier. Pour les molécules qui étaient en plus petite quantité, on a une molécule un petit peu de ce type-là, mais il nous manquait quelques signaux pour arriver jusqu'au bout de l'élucidation structurale qui était associée à un manque de quantité. Si on regarde un petit peu tout ce qui a été induit en coculture microbienne, alors c'est un petit, on a étendu un petit peu notre étude ici sur les bactéries, parce que si on prend que les champignons, il n'y a quand même pas une littérature très, très importante. Donc, on a pris champignons et on a pris bactéries. On voit qu'on a vraiment une diversité chimique induite qui est très, très importante en termes de type de molécules. On a beaucoup de polycétides, hein, clairement, mais on a aussi des alcaloïdes, des molécules azotées, des peptides non ribosomaux. Il y a un petit peu de tout et globalement, il n'y a pas de vraie tendance qui se dégage avec un type de molécule qui serait toujours induit en coculture. C'est plutôt très cas par cas. Et on a un petit peu regardé sur toutes ces molécules-là si elles avaient des activités biologiques répertoriées intéressantes et puis surtout quel type d'activité biologique était intéressante. Et on voit clairement que les activités bio qui sont mises en avant, c'est des activités, je dirais, antibactériennes, cytotoxiques, antifongiques. Après, si on regarde un petit peu tout ce qui est anti-fouling, anti-algues, antiparasitaires, phytotoxiques, c'est tout un tas de choses qui seraient assez logiques de revoir comme activité biologique. Maintenant, moi, je suis assez persuadé qu'on a quand même un biais sur tous ces rapports-là. C'est que par définition, si vous avez une coculture, la première chose que vous allez tester, c'est des activités antibactériennes, antifongiques. Parce qu'à partir du moment où vous avez des patterns d'interaction à distance ou des patterns d'interaction locales, clairement, vous vous attendez à faire des tests antibactériens, antifongiques. Et donc, c'est logique et assez logique que c'est ça qu'on teste en premier. Donc, je pense qu'il y a un biais là-dedans. Maintenant, clairement, on a des activités antifongiques et antimicrobiennes en général quand on fait de l'induction métabolique par coculture. Et du coup, c'est un des grands intérêts. Donc, c'est très intéressant, mais je vais un petit peu revenir sur les quelques limitations parce que si on s'arrêtait là, on se dirait, voilà, on fait que ça, on fait tout ça et puis tout va très bien. Mais il y a plein de questions qu'on s'est posées, nous, quand on a commencé à travailler là-dessus, sur lesquelles on a des réponses ou pas de réponses. Et une des premières, c'est quelles souches co-cultiver. Alors, on a screené beaucoup de souches qu'on a essayé de co-cultiver. Et on a regardé un peu l'induction métabolique. Alors là, je vous ai mis systématiquement une liste de cocultures qui ont toutes été faites contre ce champignon ici qui est Oenbuelia reniformis, parce que c'est une où on avait un peu tout type d'interaction. Et on a regardé un peu l'induction métabolique qu'on avait sur l'ensemble de ces cocultures. Et je vous ai mis ici la barre noire qui est l'induction métabolique que nous, on a observée en moyenne quand on faisait des cocultures. Et ce qu'on voit assez clairement ici, c'est que
finalement, c'est les deux souches qu'on va mettre en compétition qui vont beaucoup influencer l'induction métabolique. Clairement, en fonction du type de souche et de la souche qu'on va mettre en compétition, on peut avoir une induction très faible comme une induction très forte. Donc, en fait, c'est plus lié à la production métabolique du champignon lui-même et des champignons qu'on va mettre en compétition, qu'on va avoir une forte induction ou une faible induction. Et le type d'interaction, en fait, ne préjuge en rien de l'induction qu'on va avoir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à garder en tête. Finalement, si on regarde un petit peu ici ce graphique-là, ce n'est pas la peine de s'embêter forcément sur les inhibitions à distance. Ici, en tout cas, nous, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a finalement moins d'induction métabolique dans ces cas-là. Alors, peut-être que les molécules sont plus actives. Ça, on n'a pas pu avoir la réponse. Mais en tout cas, on a une forte induction métabolique aussi dans les autres patterns d'interaction. Et donc, finalement, quels que soient les champignons qu'on va mettre en compétition ou les micro-organismes qu'on va mettre en compétition, on va finalement avoir de l'induction métabolique dans à peu près tous les cas. La deuxième chose qui est intéressante, c'est quand est-ce qu'on regarde cette induction métabolique. Et on a fait une manip de cinétique, c'est-à-dire qu'on a pris notre coculture et on l'a regardé au jour 2, au jour 4, au jour 7 et au jour 9. Et on a regardé un petit peu qu'est-ce qui se passait en termes d'induction métabolique. Et c'est assez intéressant de voir que ce qu'on attend, c'est-à-dire des inductions au cours du temps, c'est-à-dire que plus on attend, plus on a des molécules, ça arrive assez souvent. Ça veut dire que finalement, il faut attendre assez longtemps pour avoir une induction, voire jusqu'à 9 jours. Alors, je pense que si on avait été un petit peu plus loin, on aurait encore vu d'autres choses. Mais le plus intéressant, c'est de voir que des fois, c'est les deux cas d'en bas. Ici, on a des inductions métaboliques qu'à certaines dates précises. Ça veut dire que finalement, il n'y a pas une réponse claire sur quand regarder. On peut avoir aussi des métabolites signaux qui vont être produits à un moment particulier pour, je ne sais pas, signifier à l'autre champignon qu'il ne veut pas être embêté, par exemple. Donc, on a ici des molécules qui peuvent être très intéressantes en termes de signal et d'interaction micro-organisme. Par contre, d'un point de vue purement chimie des produits naturels, ça va être celles qui sont les plus compliquées, puisqu'il va falloir qu'on fasse une culture dans des conditions assez particulières, avec un arrêt particulier à un temps particulier pour arriver à les avoir en quantité suffisante. Donc ça, c'est une grande difficulté. Et puis, on a des patterns un petit peu plus compliqués d'induction, avec des inductions qui peuvent être un petit peu à certains moments, ou alors des patterns d'induction où finalement, on a une induction en conculture à certains jours, mais à d'autres jours, ici par exemple au jour 4, on avait un comportement qui était le même entre la coculture et la culture pure. Mais par contre, en coculture, le signal est resté dans le milieu. Donc, la molécule est restée, elle n'a pas disparu. Alors qu'en monoculture, le signal a été fait, puis a redisparu. Donc, on a vraiment des patterns un peu complexes qu'on peut observer, qui rendent un peu toutes ces études en coculture un peu complexes ensuite à stabiliser et à rendre pertinentes. Et puis, comme je vous ai dit rapidement, un des gros soucis, c'est que souvent, ces composés sont induits en très petite quantité et du coup, c'est un petit peu difficile d'arriver à les isoler. Et puis, on a un peu de difficulté à faire de la reproduction de manipulation. Pas forcément parce que la manip n'est pas reproductible en soi, mais souvent, on change des petites choses entre la première fois où on fait la manip et puis la deuxième fois où on fait la manip. On va rajouter quelque chose qu'on n'a pas forcément anticipé. On s'est dit qu'on veut pouvoir avoir des informations supplémentaires. Et donc, on va changer un peu les conditions opératoires. Et il suffit de changer pas grand-chose dans les conditions de culture pour arriver à des résultats un petit peu différents. Ce qui fait qu'on essaye maintenant plutôt de revenir peut-être un petit peu plus à l'ancienne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a nos métabolites d'intérêt en coculture, on va essayer de les produire en monoculture pour essayer de trouver des conditions plus stables d'obtention de ces molécules-là. Et on a fait une expérience récemment. On a essayé du coup une coculture entre Pénicillium griseofilvum et Nigrospora oryzae. On a fait toute l'approche métabolomique. On a trouvé 84 ions induits associés à la coculture. Et on a essayé de comparer à une approche qu'on appelle Osmax, qui est toute simple. On a changé le milieu de culture et on a essayé de voir si on avait des variations métaboliques qui pourraient nous permettre de récupérer
une partie de ces 84 ions produits en coculture uniquement. La première chose qu'on voit quand on fait des approches au SMAC et qu'on varie un petit peu les métabolites produits, c'est qu'on va avoir des morphologies très différentes et donc on s'attend à avoir des profils métaboliques très différents. Alors, on a regardé sur nos 84 métabolites induits lesquels on trouvait dans les différents milieux de culture avec le premier champignon, avec le deuxième champignon. Et à la fin, mine de rien, on a encore 29 ions qu'on a observés dans aucune de nos expériences au SMAC qu'on a réalisées à 2 temps de culture différents. Donc finalement, on a quand même une vraie spécificité de l'induction par coculture. Et donc, il y a une partie des molécules qu'on n'obtiendra jamais par ce type d'approche. Ce qui fait qu'en conclusion, un petit peu sur ce genre d'approche, il y a un caractère très aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas préjuger de ce qu'on va obtenir avant d'effectuer la manipulation. On n'aura pas et on peut avoir des choses très intéressantes comme finalement des résultats un petit peu compliqués à analyser et compliqués à aboutir jusqu'au bout. Ce qui fait que c'est un peu frustrant comme approche, mais c'est aussi le cas avec l'approche au SMAC. Finalement, on teste et puis on croise les doigts pour avoir des choses différentes quand on change de milieu de culture. Et c'est un vrai problème de ce besoin de tout tester. Et si on se focalise un petit peu sur l'approche au SMAC, pour essayer de réduire ce hasard, voilà, les dernières tendances, c'est plutôt de tester encore plus et encore plus et faire des micro-fermentations ou des chambres de fermentation avec de la microfluidique pour essayer d'augmenter au maximum le débit de ces tests de culture au SMAC ou en coculture pour essayer de faire varier un maximum la chimiodiversité. Et donc, nous, au laboratoire, on s'est posé une autre question. Plutôt que de se dire qu'on va tester le plus largement possible, dans le cadre d'un projet qu'on a initié au laboratoire, c'est plutôt de se poser la question, est-ce que l'approche au SMAC, elle est prédictible? Est-ce qu'on peut arriver à imaginer des conditions de culture qui vont nous permettre d'obtenir des molécules qu'on n'a pas normalement? L'idée un petit peu, si on imagine qu'on a notre espace chimique produit par un organisme comme ça, chaque milieu de culture va produire des molécules qui vont être chacun un peu différents en fonction des mécanismes de régulation de l'organisme. Et puis, chaque milieu va avoir un petit peu des spécificités et des choses qui vont recouper avec l'autre. Et une des questions que nous, on se pose et auxquelles on essaye de trouver des réponses, c'est est-ce que, par exemple, si j'avais envie de vouloir explorer cette zone de l'espace chimique, est-ce que je pourrais? Ça veut dire qu'il faut arriver à avoir un moyen de prédiction. Et donc, on est en train de développer des approches plutôt bioinformatiques pour essayer de modéliser complètement nos champignons et se dire, si je suis capable de modéliser mon champignon, je pourrais savoir, en fonction des conditions de culture, qu'est-ce que je peux produire. Et donc, on est en train de développer des stratégies sur la base de réseaux métaboliques sur la base du génome. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait un séquençage du génome, qu'on l'a entièrement annoté, on peut reconstruire le réseau métabolique, et c'est-à-dire l'ensemble des réactions qui sont présentes dans l'organisme. Et si on a quelque chose de pertinent sur cette reconstruction-là, on doit pouvoir imaginer des nouvelles conditions de culture. Pour vous montrer un petit peu un réseau simplifié de réseau métabolique, on pourrait imaginer quelque chose comme ça. Donc, on a des nutriments qui sont dans le milieu, on a notre organisme ici. Notre organisme, globalement, il a le métabolisme constitutifs qui permettent de produire un peu des blocs qui sont utilisés pour le métabolisme spécialisé ensuite. Et puis, ça, c'est un artefact qu'on est obligé de mettre quand on fait des réseaux métaboliques, c'est que finalement, notre organisme, son objectif, c'est pas forcément de produire les molécules, mais bien de croître. Et donc, on utilise une fonction qui est associée à sa croissance pour objectiver un petit peu et puis optimiser ce que lui va faire. Donc, généralement, ce qu'on va faire, c'est optimiser la biomasse et on va voir quelles conséquences ça va avoir sur les différents composés. Si on prend un petit peu ce réseau comme je vous l'ai mis là, si on met les 2 nutriments qui sont tout en haut, on va bien avoir de la biomasse. Mais par contre, si on regarde la conséquence sur le réseau, c'est qu'on a le composé 2 qui ne va pas être produit. Si on regarde un petit peu dans l'espace chimique, ça va nous faire, on va avoir le cas 1 de production uniquement du composé 2, du composé 1 et pas du composé 2. En contrepartie, si je rajoute un nutriment ici, je vais peut-être pouvoir allumer une partie du réseau, ce qui va me permettre d'aboutir à un deuxième cas où je vais produire le composé 1 et le composé 2. Donc, l'idée, c'est un petit peu d'arriver sur des stratégies comme celle-ci,
avec bien sûr un réseau qui est beaucoup plus complexe que là. Là, j'ai quelques dizaines de réactions. Un réseau métabolique, c'est quelques milliers de réactions maintenant. Et pour vous montrer un petit peu que sûrement, on doit pouvoir arriver à quelque chose, hein, sur Pénicillium chrysogénome, si je change le milieu de culture, on va avoir des morphologies différentes. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, si je change une seule chose dans mon milieu de culture par rapport à un milieu KMS traditionnel, qui est un milieu un peu synthétique, où on connaît exactement tout ce qu'il y a dedans, on a essayé d'ajouter de l'azote organique et on a essayé de modifier le sucre. On est passé de glucose à galactose, de glucose à inositol, qui n'est pas un vrai sucre fondamentalement, mais qui est une source de carbone organique, pour essayer de voir si on avait des variations à ce niveau-là. Et on a clairement une modification ici de la morphologie. Et on est en train de regarder si on a bien une modification de la diversité chimique qui apparaît. Donc, si on fait un peu de métabolomique et qu'on regarde l'ensemble de ces profils chimiques, ce qu'on voit clairement, c'est qu'on a un effet du temps de culture. Si on regarde un petit peu ce qui est en losange et ce qui est en rond, on a globalement un effet. Mais surtout, on a tous nos milieux synthétiques qui sont en haut et nos milieux empiriques qu'on a testés en parallèle qui sont en bas et sur cette zone ici, qu'on voit aussi qui sont sur le bas de l'ACP. Donc, on a bien une structuration où nos milieux synthétiques qu'on a modifiés, ils nous apportent une diversité chimique qui est un peu différente de nos milieux empiriques. Et si on regarde spécifiquement juste nos milieux synthétiques qu'on a utilisés, on a clairement un effet ici de la modification de la source de carbone par rapport au milieu KMS qui est ici, là. Et ici, on a un effet ajout d'azote organique. Et la partie ajout d'azote organique qu'on a ici, on n'a pas trop de différence entre nos deux sources d'azote organique sur la souche de Pénicillium chrysogénome qu'on a testée. Par contre, les deux sucres nous donnent des résultats différents sur une troisième dimension. Ça fait qu'on a vraiment quelque chose qui est assez intéressant. En tout cas, à mon avis, si le réseau est pertinent, on doit pouvoir arriver à modéliser ce qu'on a fait ici avec nos modifications. Alors, c'est beau, hein, a priori, ça a l'air intéressant. Bon, pour le moment, il n'y a pas encore de résultats complètement probants, puisque c'est des projets qui sont entre la littérature et ce que nous, on est en train de faire, assez préliminaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette reconstruction de réseau métabolique, c'est quand même un processus qui est assez long. Ce n'est pas juste j'appuie sur un bouton et j'ai mon réseau. Un peu comme quand on fait de la purif, où ça paraît simple quand on le fait de loin, et quand on le fait dedans dans la vie de tous les jours, c'est un processus qui est assez long. Et en plus, c'est basé sur des bases de données qui sont elles-mêmes incomplètes. Donc, dans la réalité, on ne pourra jamais tout avoir quand on reconstruit un réseau métabolique par rapport au réseau réel qui pourrait exister, puisque tout est basé sur l'interrogation de bases de données. Et en plus, si on reprend un peu la partie métabolisme spécialisé, on n'a pas tout ce que nous, on connaît du métabolisme spécialisé qui est présent dans les bases de données. Donc, si on regarde un petit peu l'idée de départ, par exemple, sur Pénicillium chrysogénome, on va avoir que quelques-uns sur l'ensemble des voies qui vont être existantes de façon automatique dans les bases de données. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'on cure manuellement ou qu'on rajoute manuellement si on veut être le plus exhaustif possible. Voilà. Et puis, une dernière chose, parce que c'est vraiment pour vous poser une question un peu philosophique, mais en faisant ça et en travaillant avec des bioinformaticiens, on se rend compte que ce qui pour nous est du métabolisme spécialisé, on peut se poser la question comment eux, ils le comprennent et comment c'est indiqué dans les bases de données. Je vais vous donner un exemple. Donc ça, c'est une publi qui est sortie sur des reconstructions de pénicillium, de souches de pénicillium et de la reconstruction quasi automatique de réseaux métaboliques. Et là, ils ont sorti ce qu'eux, ils avaient annoté automatiquement comme métabolisme spécialisé. Et on peut voir en bas le métabolisme du myo-inositol qui est, moi, de mon point de vue, n'est pas particulièrement du métabolisme spécialisé. Et c'est ressorti pour eux comme étant du métabolisme spécialisé parce que dans les bases de données, c'est comme ça que c'est indiqué. Et donc, du coup, clairement, il y a un point qui va être un petit peu à clarifier aussi. Si on veut partir là-dessus, c'est aussi clarifier dans certaines bases de données ce que c'est que le métabolisme spécialisé pour pouvoir se comprendre aussi avec les gens qui travaillent sur les réseaux métaboliques plus en détail. Voilà, donc pour conclure, voilà, je vous ai présenté un peu ce qu'on faisait et puis des choses qui étaient intéressantes sur les champignons. Et si on peut un peu conclure un petit peu là-dessus, moi, de mon point de vue, il y a beaucoup de choses intéressantes sur le métabolisme fongique qui vont arriver.
il y a beaucoup de choses qui ont été initiées. Il y a bien des nouvelles tendances qui sont en train de se faire, en particulier avec l'avènement de la génomique et du coup, pour essayer d'avoir un peu plus d'informations un peu plus en détail. Et donc, on s'attend à avoir beaucoup de nouvelles molécules. Ça, c'est une première chose. Et surtout, d'avoir des résultats sur tout ce qui est mécanisme de régulation de la production de ces nouvelles molécules. C'est vraiment le point, à mon avis, clé qui va apparaître dans les années à venir. C'est essayer de mieux comprendre tout ça. Et il y a beaucoup de choses qui sont à ce niveau-là, qui sont des constatations, mais normalement, on devrait arriver à un moment à aboutir à des mécanismes plus clairs et plus compris. Voilà. Et pour nous, ce qui nous intéresse beaucoup au niveau du laboratoire, c'est aussi tout ce qui est le rôle du champignon dans l'environnement marin. Donc, c'est un petit peu l'objectif de travailler sur tout ça au niveau des cocultures. Et en particulier, quel est l'impact des champignons sur le cycle du carbone en milieu marin, qui est une des grandes questions scientifiques de ceux qui travaillent sur les champignons, puisqu'on sait qu'ils dégradent sûrement la matière organique, mais on ne sait pas forcément comment et qu'est-ce que ça devient ensuite. Voilà, donc j'ai mis une petite slide sur les financements avec lesquels je vous ai présenté certains des résultats que j'ai ici. Et puis, toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur les résultats que je vous ai mis ici, ça c'est important parce qu'on ne fait jamais les choses seuls. Voilà, donc avec des gens de Nantes, mais aussi d'Inde, de Genève, de Brest, de Rennes, voilà, et puis de Lausanne en bas. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à vous pour cette présentation qui était très complète et très ludique. C'était vraiment sympa. Donc, si jamais il y a des participants qui veulent poser des questions, n'hésitez pas, que ce soit dans le chat ou à l'oral. On vous écoute. Bonjour. Merci pour cette très belle présentation. Donc, moi, j'ai une petite question. En fait, chez les végétaux, il y a des insectes qui prennent la molécule et qui la transforment pour utiliser ça comme moyen de protection contre des prédateurs. Est-ce qu'on peut imaginer que certaines des molécules que vous cherchez, en fait, c'est des modifications de molécules de l'hôte? Oui, alors ça, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Alors, je vais revenir sur une slide avec une structure qui, moi, me pose question à ce niveau-là. Mais on n'a pas la réponse. Alors, du coup, voilà. Si on regarde juste… Ah, ça a été trop long. Oh, voilà. C'est bon. Hop. Voilà. Ah, c'est fatigant. Voilà. Si on regarde juste cette molécule-là, en fait, cette molécule-là, on l'a en parallèle de notre isolement de molécules, on a isolé la même molécule sans le groupement sulfate au bout. Et typiquement, le passage d'une molécule à une molécule sulfatée, ça fait partie des mécanismes un peu de détoxification qui peuvent apparaître ou qu'on pourrait imaginer. Et c'est clair qu'on a ce genre de cas. Et une des molécules qu'on a, enfin, un des cas et des exemples de molécules qu'on n'arrivera pas à retrouver avec l'approche monoculture, c'est ce type de molécule. Ça, c'est évident. Et maintenant, il y a un petit peu de littérature sur le sujet. Mais c'est clair que ça va être une des difficultés auxquelles on va être confronté. Le souci, peut-être pour répondre à l'envers là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé de faire, plutôt que des cocultures, ont essayé de faire des monocultures avec des extraits, par exemple, de l'organisme. Ou ils ont essayé aussi avec l'organisme mort qu'ils ont autoclavé avant de le mettre dans la coculture. Et globalement, en faisant ça, on arrive à récupérer une partie des molécules induites en coculture et on en perd d'autres. En fait, il y a une partie de l'induction qui est très, très reliée je dirais, au contact de deux organismes vivants. Oui, ce qui n'est pas uniquement lié à la métabolisation des métabolites de l'autre organisme. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez complexe. Puis l'autoclavage, ça n'aide pas pour la stabilité des molécules.
Là, on est d'accord, hein. Mais ils font que, ouais, alors eux, ils ont fait ça avec des bactéries pathogènes. Alors, ils les avaient autoclavées parce que sinon, ils n'avaient pas le droit de les emmener dans leur labo. Donc, je pense que c'était la raison pour laquelle ils l'avaient fait aussi. Mais ils avaient montré de l'induction métabolique et en cherchant à essayer de reproduire cette induction avec des extraits ou des organismes morts, ils n'avaient pas réussi à réobtenir tout. Donc, c'est une des grandes difficultés, mais c'est clair que si on regarde un petit peu toutes ces molécules-là qu'on a, on a une partie des molécules qui sont sûrement liées à la modification. Il y a quelques cas dans la littérature qui le reportent. Mais c'est une partie des exemples qu'on va avoir. Et puis j'ai une toute petite question, mais c'est plus de curiosité personnelle. Sur la diapo précédente, enfin sur le groupe de diapos précédent, il y a la situation où il y a une ligne noire entre les deux Oui. types de colonies. Voilà. On sait ce que c'est. Est-ce que ce sont des cellules qui sont différenciées de l'un ou de l'autre organisme, des cellules mortes ou carrément des molécules qui ont réagi pour donner cette couleur? En fait, c'est la production de pigments. D'accord. Mais toxique, dans le alors. cas qui a été étudié, alors c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'était un peu avant, c'est des pigments qui ont été des pigments fongiques. C'est pas des molécules nouvelles qui ont été mises en évidence. Par contre, on avait vraiment une induction de pigments au niveau de la zone de contact. Mais qui sont toxiques pour l'autre, alors? Dans le cas qu'ils ont mis ici, en fait, il s'est trouvé qu'ils n'étaient pas particulièrement toxiques pour l'hôte. Par contre, ils avaient une activité sur la germination de la plante, dans laquelle les souches avaient été isolées. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. J'aurais peut-être une autre question également. Vous nous avez parlé de monoculture et de coculture, mais j'ai du mal à voir à quoi ça correspond l'approche OSMAC dans tout ça. Alors, l'approche OSMAC, c'est essentiellement de la monoculture, mais dans des conditions le plus variées possible. Donc, en fait, on change les conditions de culture. Ça peut être, par exemple, on a notre champignon qui pousse sur gélose, on va le tester aussi sur liquide. Ça, c'est une variation. On peut changer la température, mais on va aussi changer les nutriments. On va, plutôt que de faire une culture, par exemple, avec du glucose comme sucre, on va utiliser un extrait de malt, un extrait de pomme de terre en plus. Et donc, en changeant complètement les conditions de culture, on a clairement des changements de production de composés. Parce que peut-être il y a déjà une partie des molécules qui sont nécessaires à la production qui sont présentes dans l'extrait, mais aussi parce qu'on a des mécanismes de régulation qui rentrent en jeu qui font que certaines molécules vont être produites. En fait, c'est une approche, c'est un nom, OSMAC, ça veut dire One Strain, Many Compound. C'est une façon de stresser l'organisme pour essayer d'induire la production de nouvelles molécules. De façon assez empirique, parce qu'il y a aussi, et chaque laboratoire a un peu sa stratégie. Si vous regardez plein de laboratoires qui font de la culture et du métabolisme fongique pour essayer d'isoler des nouvelles molécules, il y en a qui vont faire de la culture en milieu comme ça, gélosé, en milieu liquide, mais il y en a aussi beaucoup qui font sur du riz. En fait, ils prennent du riz ou des céréales, ils les font cuire et puis après, ils se basent là-dessus pour faire croître le champignon. À partir du moment où il y a une source de carbone organique, globalement, le champignon, on n'arrive pas à le faire pousser. Voilà, une fois, on était tombé sur une publi où ils avaient fait pousser sur du Cheerios. Pour ceux qui savent ce que c'est des céréales pour le petit déjeuner. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Mais ils avaient testé. Alors, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était... voilà, ils avaient fait un test au laboratoire pour rigoler, et puis ils avaient vu que ça poussait. Donc, ils se sont dit que du coup, ils ont essayé de le faire à plus grande échelle. Mais l'idée, c'est ça, hein, c'est de changer les conditions de culture pour essayer de diversifier un petit peu la production métabolique d'une souche. Et il n'y a pas une condition qui est mieux qu'une autre ou les champignons? Non. De notre expérience au laboratoire, c'est très souche dépendant. Malheureusement, hein. Si il y avait une condition que tout le monde pouvait utiliser, qui induisait tout, ou eh bien, tout le monde ferait pareil. Donc, et ferait ça. Mais malheureusement, c'est assez
assez souche dépendant et espèce dépendant. Bah, nous, au laboratoire, on met beaucoup de sucre de sel, par exemple, puisqu'on a des souches marines, donc on estime qu'il leur faut une teneur en sel similaire à la teneur en milieu marin. Mais rien que de mettre du sel ou de ne pas mettre du sel, on va déjà avoir des profils qui peuvent changer. Donc il y a vraiment... globalement, l'approche OSMAC, c'est de changer les conditions de culture et puis de voir ce qui se passe. Ok, ça marche. Merci. Moi, j'aurais une question plus sur la reproductibilité, parce que vous faites des co-cultures. Donc déjà, sur des cultures simples, on peut avoir des variations au niveau des résultats. Est-ce que globalement, vous avez dans les mêmes conditions toujours à peu près les mêmes résultats, ou est-ce qu'il y a des choses qui varient, des interactions, des molécules différentes, des choses comme ça? Alors, on a... là aussi, la réponse est très souche dépendante. On a des souches qui vont avoir tendance à être difficiles pour lesquelles ça va être difficile de reproduire les résultats. En fait, je pense que quand on pense reproduire les résultats, on les reproduit pas exactement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des choses qui vont avoir tendance à changer, qu'on n'a pas forcément, nous, dans notre façon de faire appréhender. Il y a des articles qui ont montré que en changeant l'historique de l'inoculum, on pouvait changer la production métabolique. D'accord. Donc, un inoculum qui avait été repiqué 2 fois, 3 fois, 4 fois, ou un qui avait été congelé, puis décongelé, repiqué 2 fois, ben, en fait, on n'avait pas la même production, et même si on avait le même organisme fondamentalement. Donc, moi, je sais pas trop quoi répondre sur la reproductivité. Je pense qu'en fait, on maîtrise pas tout. Et pour certains champignons, ben, y a certaines choses qui sont difficiles à reproduire. Et pour d'autres, on arrive à reproduire les résultats sans problème. On passe de plaques de 9 cm à des micro-plaques de 2 cm et on a la même induction. Donc, il y a une partie de l'induction qui va être conservée et puis une partie de l'induction qui ne le sera pas. Par exemple, pour cette inhibition-là, à distance, on l'avait testé avec plusieurs souches de Trichophyton rubrum. Et quand on a commencé, on avait toutes les souches qui répondaient pareil. Et puis, au bout d'un certain temps, on a une souche qui ne faisait plus inhibition à distance. Et on n'a jamais su pourquoi. Mais elle le faisait, puis après, elle ne le refaisait pas. Alors, il y a un moment aussi, peut-être d'acclimatation. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qui font qu'il y a des variations. Malheureusement. Moi, je dirais qu'il faut vivre avec. Nous, en tout cas, moi, j'ai décidé de vivre avec. De toute façon, ça fait partie des problèmes qu'on a. Alors, le souci, c'est pour avoir de la science reproductive, c'est toujours un peu compliqué. Mais réellement, il y a clairement des critères qu'on ne maîtrise pas et qui font qu'on ne sait pas. Alors, nous, on a des études, par exemple, dans lesquelles on fait nos cultures. Certaines qui ont une vitre devant plutôt qu'une porte fermée. Et donc, en fonction de la luminosité, on va avoir des choses qui sont différentes. Donc, du coup, si on fait la manip en hiver, en été, on n'a pas la même luminosité, ce qui va expliquer une partie des variations. Mais voilà, il y a des choses qui sont compliquées. Ok. Merci. Je ne sais pas si d'autres personnes ont d'autres questions. Bonjour. Bonjour. Attendez, j'avais une question par rapport à vos réseaux métaboliques. Donc, vous avez présenté ces réseaux sur la base des génomes. Donc, c'est-à-dire que vous partez avec des a priori, finalement, sur les voies métaboliques qu'on connaît déjà. Est-ce que vous avez les moyens de faire ça sur des données fonctionnelles, sur des données d'expression, par exemple, ou de profil protéique, pour pouvoir finalement identifier des gènes qui sont inconnus, parce que c'est bien là le problème chez les champignons, c'est d'identifier ces gènes, c'est un peu moins facile que chez les bactéries. Alors, en fait, toute la difficulté, c'est qu'il faut qu'on ait des informations qui puissent être ensuite envoyées dans des bases de données pour récupérer après les données de KEGG ou de Metaseq, par exemple. Parce que toute la reconstruction de réseau, elle est basée sur les données qui sont dans KEGG et Metaseq en termes de réaction. Donc, fondamentalement, c'est possible. Si on sait quelles protéines et quelles réactions elles sont associées, on peut les rajouter.
pour le moment, nous, on s'est basé, parce que c'est un peu ce qui est fait actuellement sur des données génomiques. Voilà. Et puis après, en fait, ce que font beaucoup les gens en regardant la littérature, c'est plutôt qu'ils vont rajouter une couche de régulation sur la base de données transcriptomiques. En fait, ils vont faire des tests dans certaines conditions, regarder quels gènes sont exprimés, quelles protéines sont obtenues, et donc ils vont essayer de rajouter une couche de régulation. Mais pour être tout à fait honnête, il n'y a pas encore trop de littérature qui vont jusqu'au métabolisme spécialisé. Donc, du coup, on ne sait pas encore jusqu'où on peut aller. Et c'est un des gros problèmes. Et c'est le projet, c'est un peu l'objectif, c'est de montrer déjà qu'a priori, c'est possible pour qu'ensuite, il faille travailler beaucoup sur le métabolisme spécialisé. Et puis, il y a une autre chose aussi qui, naturellement, ne va pas se mettre dans les réseaux. C'est toutes les modifications chimiques qui vont se faire intrinsèquement. Sur Penicillium chrysogenome, par exemple, sur lequel on travaille beaucoup, là, on a choisi cet organisme-là parce que c'était un organisme a priori assez modèle. Il y a toute une série de molécules qui ne sont pas du tout codées dans le génome. Donc, il y a par exemple le cluster de la sorbicilline. Il existe, il est bien connu, on sait que ça produit la sorbicilline. Et puis après, sur la base de cette sorbicilline-là, il y a tout un tas de variations de dimérisation qui se forment de façon intrinsèque dans la cellule, qui font qu'on a toute une variété de molécules qui ne sont pas du tout codées par le génome. Donc ça, c'est un autre point auquel on est en réflexion sur comment on peut intégrer ça. On n'a pas encore de réponse claire. Pour le moment, on essaie déjà de débloquer l'étape. J'essaie de trouver les conditions et j'arrive bien à voir que j'ai une production de certains métabolites. Donc, notre objectif, c'est de prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire, je veux mes métabolites, je dois définir mes conditions. Merci. Voilà. Donc, on a une question également dans le chat de Blandine Marant qui se demandait si vous aviez pensé à faire de la co-culture aux champignons et d'autres organismes comme des bactéries ou des microalgues. Alors, exactement. Alors, il y a beaucoup de choses, clairement, hein, les organismes les plus, on va dire, co-cultivés, si on regarde la littérature, c'est champignons entre eux, bactéries entre eux et champignons-bactéries. Il y en a beaucoup qui font champignons-bactéries pour une raison assez simple, c'est que connaissant un peu le métabolisme du champignon ou des bactéries de façon un petit peu générale, on peut arriver à imaginer sur la base de la structure si c'est plutôt un métabolite fongique ou plutôt un métabolite bactérien. Ce n'est pas général, mais on peut, dans certains cas, arriver à l'imaginer. Donc, il y en a qui font ça dans l'objectif de plus facilement séparer les deux. Et du coup, nous, au laboratoire, on est en train de travailler sur des interactions champignons, microalgues. Ça ne se fait pas beaucoup, le tout en milieu marin. Et on collabore avec un laboratoire d'à côté de chez nous, en fait. Hein. C'est aussi la proximité géographique qui fait qu'on est parti là-dessus. Avec des microalgues toxiques, des dinoflagellates benthiques qui produisent des toxines, pour essayer de voir un petit peu comment on peut déjà arriver à le faire. La difficulté auquel on doit s'atteler dans ces cas-là, c'est que les conditions de culture d'un organisme ne sont pas du tout adaptées aux cultures de l'autre organisme. C'est-à-dire que les microalgues, on va plutôt vraiment être en milieu liquide. Alors nous, on est en milieu liquide, comment dire, pour des dinoflagellés benthiques, ça doit être en milieu liquide sans agitation pour qu'elles poussent. Et ensuite, le champignon, ce qu'on fait, c'est qu'on le fait pousser un petit peu avant et on le pique au fond de notre système et on va remettre de l'eau par-dessus. Mais il y a des choses qui commencent à arriver pour clairement ces microalgues bactéries, il commence à y en avoir aussi pour essayer de comprendre l'impact des bactéries sur la croissance des microalgues, puisque dans certains cas, la microalgue ne peut pas vivre sans les bactéries, mais c'est pareil pour les plantes. Hein. On peut avoir des bactéries ou des champignons endophytes de plantes ou de microalgues et qui font que une partie des voies de biosynthèse dont a besoin la microalgue ne sont en fait pas faites du tout par la microalgue. Et donc, on est en train de travailler sur des choses comme ça, microalgues
champignons, où on a des vraies inductions métaboliques. Et là, c'est un petit peu plus compliqué aussi parce que autant, en tout cas, les microalgues qu'on utilise, les champignons qu'on utilise poussent assez facilement, autant les microalgues, si on veut arriver à avoir quelques centaines de grammes de matière fraîche pour arriver à faire des extraits, c'est un petit peu compliqué. Donc, du coup, pour le moment, on s'attelle à la partie champignons et isolement de molécules de champignons avant de partir sur la partie microalgues. Mais il y a un petit peu de littérature. Dans la review qu'on a fait il y a 1 an et demi, il y avait 1 ou 2 papiers qui faisaient plutôt microalgues bactéries. Mais en regardant, ça commence à se faire, et plutôt vraiment pour essayer de comprendre l'impact des bactéries sur les microalgues. Voilà. J'aimerais rebondir aussi sur ça, parce que vous parlez du coup de microalgues, et même parfois de plantes, parce qu'ici on est dans une communauté végétaliste pour l'instant. Et du coup, je me demandais si à l'avenir, un peu dans l'écologie chimique, puisque je pense qu'on est là-dedans, est-ce que vous voyez un petit peu des rapprochements qui pourraient se faire, je sais pas, avec des microalgues et des champignons, parce que c'est le bon endroit, je pense, pour parler de ça. Qu'est-ce que vous en Ouais, pensez? alors on va revenir en arrière. Parce que si on regarde si on regarde le cas ici, en fait, dans certains cas, et il y a un peu de littérature sur le sujet, on trouve beaucoup la molécule chez la plante, et en réalité, ce n'est pas la plante qui l'a fait. Il y a quelques cas rapportés dans la… Alors, par exemple, là, si je ne me trompe pas, ici, c'est le Taxol. Alors, le Taxol, ce n'est pas complètement résolu, hein, mais clairement, ils ont isolé des champignons endophytes de Taxus baccata. Et ces champignons-là, ils sont capables de produire le Taxol naturellement. Donc, il y a vraiment des choses qui sont assez intéressantes à voir là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de plus en plus des choses qui montrent que ce n'est pas toujours la plante qui produit. Des fois, la plante va produire vraiment le précurseur initial, et il y a des micro-organismes après qui vont le modifier, et dans certains cas même, la plante va le reprendre en charge dans un 3e temps pour continuer à le modifier. Alors, en milieu, moi, je bosse plutôt sur des organismes un peu marins. Globalement, du coup, ma bio, elle est plutôt là-dessus. Et il y a beaucoup d'organismes type éponge, par exemple, qui sont remplis de micro-organismes, doit être 70 ou 80% de leur biomasse. Et donc, il y a une partie des molécules qui sont clairement produites essentiellement par les micro-organismes, et puis une autre partie qui va être produite par l'éponge ou par des symbioses entre les deux. Donc, il y a vraiment une convergence. Et si vraiment on regarde un petit peu ce qui se passe en ce moment, il y a quand même beaucoup d'études et d'équipes qui essayent d'isoler tout ce qui est endophyte bactérien, endophyte fongique, pour essayer de voir si oui ou non ils sont capables de produire les métabolites associés initialement à des plantes, pour savoir qui le produit vraiment. Et on peut aussi avoir des cas. Alors, il y a un article dans la littérature de coculture, je crois, bactérienne, c'est ça, où ils ont une induction de composés qui est associée en fait à un transfert du gène d'un organisme à l'autre. Et donc, la molécule le gène n'était pas actif dans le premier organisme, était actif dans le deuxième, et donc la molécule s'est mise à se produire dans le deuxième organisme. Et ce n'est pas une induction métabolique comme on l'imagine avec un changement de régulation. C'est vraiment lié à un transfert du gène dans un organisme à un autre. Donc ça, c'est encore d'autres mécanismes qui ont lieu. Mais clairement, de plus en plus, la question se pose de qui produit réellement les métabolites entre la plante, ou les métabolites associés aux deux. Si ça peut vous donner une première pierre, une première brique de réflexion. D'un point de vue chimique, d'un point de vue écologie chimique, il y a vraiment des choses intéressantes. Merci. Donc, merci beaucoup, Samuel, pour votre présentation. On va conclure donc le webinaire. Je veux bien reprendre la main pour le partage, s'il vous plaît.
Merci. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, c'est bon. Donc, le prochain webinaire sera donc le 3 novembre et ça sera donc une table ronde autour des plateformes spécialisées dans l'analyse de métabolites spécialisées. Et on verra un peu leur importance au niveau national, régional et les futurs enjeux dans ce domaine. Pour le moment, donc, nous avons deux intervenants qui sont donc Cédric Paris, directeur du plateau d'analyse structurelle et métabolomique à Nancy, et Pierre Pétriac, directeur de la plateforme métabolomique à Bordeaux. Et nous cherchons encore une troisième personne pour compléter cette table ronde. Donc, si des personnes sont intéressées pour participer, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi.